Bonsoir et bienvenue sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Paris, capitale du climat, la 21e conférence des parties, la COP21 réunit 195 pays, plus l'Union européenne. Plus de 40 000 personnes pour décider de l'avenir de la planète. Pour les observateurs avisés, Paris serait le rendez-vous de la dernière chance. L'enjeu est donc de taille. Le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Burkina, l'Institut français de Ouagadougou et la télévision BF1 posent le débat. Dérèglement climatique, un enjeu pour l'Afrique de l'Ouest. On en parle avec des experts sur ce plateau. Nicolas Bériot, négociateur climat, secrétaire général de l'Observatoire sur les effets du réchauffement climatique. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Avec nous également sur ce plateau, Madame Zenabo Sekda, économiste, spécialiste genre et climat, présidente de Women Environmental Programme Burkina, membre du réseau Climat et Développement, observatrice des négociations sur le climat. Bienvenue. Bonsoir, monsieur. Sur ce plateau également, M. Franck Humbert, conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et pour terminer, Sidi Mahamadou Sissé, directeur du développement durable de la commune de Ouagadougou. Alors, la question, elle est là. La France qui abrite un événement aussi important, c'est toute la planète qui se retrouve à Paris pour parler de ce sujet assez important pour l'avenir de l'humanité. C'est d'abord la COP21, un défi français côté organisationnel. Monsieur Bériot. Oui, merci. C'est vrai que c'est un défi. Alors on pourrait parler d'un défi au sens diplomatique et puis d'un défi logistique. Alors d'abord pour la logistique, puisque cette COP21, c'est la plus grande conférence internationale qui ait jamais eu lieu sur le sol français. On prévoit 40 000 personnes, 20 000 membres de délégation et puis 20 000 observateurs. Il y a beaucoup d'organisations observatrices à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Voilà, alors toutes ces personnes seront reçues sur un site qui est le site de l'aéroport du Bourget, au nord de Paris. Et ce site qui souvent héberge de grandes expositions, donc nous donnait beaucoup de surface. Et alors il y a un grand avantage, c'est qu'il y aura de manière contiguë le site international des négociations, qui est une enceinte des Nations Unies pendant le temps de la conférence, le site de la société civile qu'on appelle Espace Génération Climat, et un site dédié aux entreprises. Voilà. Alors ça, c'est l'aspect logistique. Il faut effectivement assurer la bonne organisation et la sécurité de tout cela pour une bonne tenue des négociations et également un bon dialogue avec la société civile. Il y a un autre défi qui était d'un ordre diplomatique. Bon, le président Hollande a annoncé en septembre 2012 que la France serait candidate à accueillir cette conférence. Ça a été accepté environ 1 an et demi après, officiellement, comme cette candidature, et nous étions les seuls candidats. Et depuis, on peut dire que le fait d'avoir été candidat a impulsé une dynamique qui est une dynamique stratégique, une dynamique technique, mais aussi une dynamique diplomatique. Et c'est vrai que la France, à travers ça, conduit une diplomatie environnementale. Et je dirais tous les grands moyens ont été déployés depuis, on va dire, à peu près 2 ans pour préparer ça. C'est-à-dire que le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, la ministre de l'écologie, à chaque fois qu'ils vont à l'étranger, abordent ce sujet, et ceci depuis déjà longtemps. Et puis il y a tout un travail qui a été fait pour préparer le terrain. Nous serons les présidents, tout ne va pas dépendre de nous, mais il fallait préparer au maximum cette conférence. Beaucoup de préparation, en tout cas beaucoup de communication. Monsieur Franck Humbert, déjà au niveau de Burkina, c'est du travail qui est fait en termes de préparation des partenaires au niveau de Burkina par rapport à cet événement qui est très attendu. Tout à fait. En amont de l'événement, il y a eu tout ce travail de préparation. Alors ça a commencé grosso modo il y a 1 an, où l'ambassadeur de France, sur instruction de Paris évidemment, est allé voir le ministre de l'Environnement ici et s'est mis à son service, lui a demandé ce qu'il comptait faire pour participer à cet événement. Et donc le ministre de l'Environnement a réagi très vite et a sorti une feuille de route pour pouvoir donc élaborer cette contribution très importante qui est demandée au pays, les engagements des pays pour les années à venir pour lutter contre le changement climatique. Alors ça s'est traduit pour le
le service de coopération et puis aussi pour l'Agence française de développement, par la fourniture d'expertise, parce que bon, ce sont des domaines très techniques où il y a souvent besoin d'une expertise. Nous avons aussi voulu organiser avec le ministère de l'Environnement une concertation avec les autres départements ministériels, bien sûr, parce que ça concerne évidemment pas que le ministère de l'Environnement, c'est évidemment très large. Une concertation, bien évidemment, aussi avec la société civile. Donc il y a eu des ateliers qui ont été organisés, d'explications, de remontée aussi de l'information de leur côté. Travail aussi avec les journalistes, travail de communication. Voilà, et cet événement aujourd'hui est un peu l'aboutissement de tout ce travail en amont, puisque ces 2 jours de conférence ici à l'Institut français, en posant la problématique, attire beaucoup de monde et on espère qu'il y aura des répercussions voilà, dans le pays. Et puis on souhaite évidemment que cet événement qui s'approche maintenant à grands pas soit une réussite, bien sûr pour l'organisation parisienne, mais aussi pour les pays du Sud. En tout cas, l'engouement, il est perspective là, autour de cet événement au niveau du Burkina, grâce justement aux actions de l'ambassade de France. Madame Segda, vous êtes membre du réseau Climat et Développement et justement, en partenariat sûrement avec l'ambassade de France, des choses ont été développées, des initiatives ont déjà été menées par rapport effectivement à votre participation à ce grand rendez-vous de Paris. Oui, alors je dois... une petite rectification. Le réseau Climat et Développement, c'est un réseau africain francophone d'organisation de la société civile qui travaille sur les questions de changement climatique et de développement. Mais c'est vrai que localement, nous sommes membres de coalitions et d'organisations également qui travaillent sur les changements climatiques et qui donc avant donc des thématiques bien sûr à défendre et justement travaillons tous à ce que l'accord de Paris puisse être vraiment un accord juste et profitable à nos pays. Voilà. Et donc pour revenir au réseau Climat et Développement, pour préparer la COP 21, nous nous sommes retrouvés à Paris au mois d'avril avec d'autres organisations françaises de la société civile. Et donc, pour travailler à préparer la COP 21, donc, nous sommes organisés depuis et nous avons des thématiques d'intérêt comme l'adaptation, comme les financements, comme la sécurité alimentaire, comme les questions de genre et de droits humains, mais également les questions d'énergie. Donc, nous travaillons là-dessus et nous lisons ce qui se passe sur l'accord, nous intervenons quand c'est possible, nous essayons d'influencer un peu le processus en soulevant nos drapeaux rouges. Je veux dire que nous essayons d'influencer sur des situations où nous trouvons que ce n'est pas bon pour la population. En tout cas, nous essayons de porter la voix de nos communautés et au niveau donc, des discussions climatiques à Paris. Donc, en tout cas, tout ce qui est sujet d'intérêt pour l'Afrique par rapport à ce rendez-vous, vous essayez d'en parler déjà. Monsieur Cissé, directeur du développement durable de la commune de Ouagadougou, quand on parle de climat, c'est forcément une question qui vous intéresse par rapport à votre... au quotidien, vous êtes là-dedans. Et d'accord, donc vraiment permettez-moi de saisir cette opportunité-là que vous m'offrez sur ce plateau pour remercier l'ambassade de France et également l'Institut français de nous avoir associés à cette conférence et débat, occasion, opportunité qui va nous permettre de faire connaître davantage les missions de la commune de Ouagadougou, notamment en ce qui concerne la préservation de l'environnement, l'amélioration du cadre de vie. Et rappeler que Ouagadougou, ville capitale du Burkina Faso, c'est l'une des rares capitales de l'Afrique subsaharienne à disposer d'un chemin directeur de gestion des déchets, lequel chemin permet vraiment de restructurer l'ensemble de la filière déchets,
en allant de la pré-collecte au traitement, valorisation des déchets, bien sûr, en passant par la collecte et le transport des déchets. J'imagine que voilà. Si vous mettez en place ce dispositif, c'est parce que déjà il y a un constat, c'est une situation déjà assez quelque peu alarmante pour la ville de Ouagadougou, la situation sur la question du dérèglement climatique. Ah oui, bien sûr. Si on prend ne serait-ce que l'exemple du 1er septembre 2009, qui est venu confirmer vraiment les changements climatiques dont les scientifiques, en l'occurrence les environnementalistes, parlaient tant. Imaginez-vous, en l'espace de 10 heures, c'est environ 262 mm de pluie qui sont tombés dans la ville de Ouagadougou, avec toutes les conséquences néfastes que tout le monde a connues, et souvent même que tout le monde a vécu au niveau de la ville de Ouagadougou. Mais en ce qui nous concerne, je rappelle que la commune de Ouagadougou a placé au centre de ses préoccupations la préservation de l'environnement. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Les principales causes des changements climatiques sont des causes anthropiques, c'est-à-dire liées à l'action de l'homme. Aujourd'hui, avec les quantités de déchets que nous générons, pas seulement au niveau de la ville de Ouagadougou. Ouagadougou, c'est un peu plus de 2 300 000 habitants, avec 0,57 kg de déchets générés quotidiennement par habitant. Si vous faites rapidement le calcul, vous allez constater qu'annuellement, on produit autour de 500 000 tonnes d'ordures ménagères qu'il faille enlever, transporter, traiter de façon appropriée. Et c'est ce que nous faisons quotidiennement dans la ville de Ouagadougou. Et Dieu merci, avec l'existence d'infrastructures écoles comme le centre de traitement et de valorisation des déchets, qui couvre une superficie de 70 hectares pour une durée de vie de 20 ans. En tout cas, Ouagadougou dispose aujourd'hui vraiment d'infrastructures qui permettent de recevoir et de traiter ces déchets-là dans l'optique de minimiser un peu les impacts négatifs que ces déchets peuvent avoir vis-à-vis de l'environnement. Je rappelle qu'avec la biodégradation des ordures ménagères, il y a le CH4, le méthane qui est généré et qui est un gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, les oxydes nitreux, les chlorofluorocarbones. Et si ce biogaz-là n'est pas valorisé énergétiquement, en tout cas, il va contribuer davantage à la déplétion de la couche d'ozone. Donc, Ouagadougou vit en tout cas cette question de dérèglement climatique. On revient tout à l'heure sur les solutions que vous développez par rapport à l'atténuation. Mais déjà, Monsieur Berriot, est-ce que, de façon globale, on regarde la situation, est-ce qu'elle est alarmante véritablement, cette question du dérèglement climatique? Parce qu'on en parle beaucoup, effectivement, avec cette COP21, si bien qu'on se dit ça doit être une situation quand même un peu alarmante, non? Oui, la situation est alarmante et ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que déjà l'idée que l'homme pourrait causer un changement climatique en brûlant du charbon a déjà été lancée au XIXe siècle. Et donc il y avait des théories déjà qui en parlaient. Ensuite, à partir du milieu, on va dire années 50, années 60, on a commencé à déceler les premiers signes de changement climatique, puis sont venues des capacités informatiques pour modéliser le climat, qui ont permis de dire qu'on pouvait aller vers des choses assez graves, compte tenu de ce qu'on savait sur ce qu'on brûlait comme pétrole, gaz, charbon, etc. Et puis maintenant sont venus, dans les dernières décennies, des signes, je dirais, plus graves du dérèglement climatique mondial. Et on sait que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une inertie de ce système, c'est-à-dire que le gaz carbonique qui est émis maintenant va, dans certains cas, rester un siècle dans l'atmosphère. Donc c'est l'accumulation de tout ce qu'on a fait qui est là et qui va durer pendant un certain temps. Alors si on reste selon les politiques actuelles, c'est-à-dire sans rien changer à notre industrie, à notre manière de produire de l'énergie, etc., on pourrait aller vers des réchauffements, des hausses de la température moyenne globale de l'ordre de 4 degrés, 5 degrés si on ne faisait rien, ce qui est absolument énorme. Ce qui est absolument énorme parce que je rappellerai juste une chose, scientifiquement, c'est que entre une période de glaciation et une période d'interglaciation, qui sont des choses très différentes pour la Terre à l'échelle de 100 000 ans, il n'y a qu'environ 5 à 6 degrés de température moyenne du globe de différence. Donc vous voyez, on parle de choses, 5 ou 6 degrés, c'est la différence de température qu'il peut y avoir entre l'intérieur d'une maison et l'extérieur, on est d'accord. Mais s'il s'agit du globe et de sa température moyenne, c'est une différence qui est absolument énorme. Donc les risques sont gigantesques.
parce que les impacts d'un tel changement climatique seraient multiples. Alors je ne vais pas les énumérer parce qu'on en a beaucoup entendu parler, mais on parle de choses qui sont très graves. Voilà. Et on parle finalement à l'enjeu, c'est la survie. C'est peut-être la survie de l'espèce humaine. Si on laissait complètement filer, on irait vers de tels désastres qu'effectivement, on irait vers une planète qui ne ressemble pas du tout à celle qu'on connaît aujourd'hui. Alors, les grandes économies, on estime que c'est eux les grands pollueurs, hein, avec une économie fortement carbonisée, mais on a comme l'impression que c'est à ce niveau qu'on a comme l'impression qu'il n'y a pas véritablement une prise de conscience par rapport à la situation, puisqu'on a l'impression que ça évolue. Alors, prise de conscience, moi je dirais que sur les... Vous savez, la négociation climatique mondiale a commencé il y a 25 ans, enfin un peu 23 ans plus exactement. Et ça veut dire que les messages scientifiques étaient disponibles dans la décennie 1980, et puis que les conséquences politiques ont commencé à être tirées à la fin des années 80, début des années 90, et on a ouvert une négociation climatique mondiale. Effectivement, cette prise de conscience, elle est très longue, trop longue, parce qu'entre-temps, pendant 25 ans, il s'est passé beaucoup de choses, on a continué à émettre beaucoup. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a l'inertie des choix qui ont été faits au 19e siècle, au 20e siècle, je dirais parce qu'on ne savait pas en faire d'autres. Donc bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais on a brûlé un certain type de combustible. Voilà. Alors on a maintenant des filières qui sont en place, des filières qui sont géantes, qui sont à l'échelle de la planète. Ces filières sur le charbon, sur le pétrole, l'automobile et tout ce qui va avec. Et donc ces filières, elles sont là, elles sont géantes. Et donc faire virer, si vous voulez, le navire vers quelque chose, ça prend du temps, c'est difficile. Et c'est vrai qu'au départ, il n'y avait pas toute la bonne volonté, je dirais, qu'il y a maintenant. Maintenant, je dirais qu'on a gagné les cerveaux d'un certain nombre de couches dans la société, depuis les leaders politiques jusqu'au grand public. Pas suffisamment, certainement. Et maintenant, il faut aussi libérer, je dirais, à la fois la solidarité, parce que c'est un problème qui doit être appréhendé au niveau planétaire, et avec une solidarité entre les peuples, entre les pays. Et puis, libérer aussi la créativité, l'innovation, se dire qu'un futur est possible, et moi j'en suis absolument convaincu, un futur qui est beau, mais à condition de sortir d'un certain nombre de choses héritées, d'un certain nombre de schémas, si vous voulez, qui nous maintiennent dans le business as usual, comme on dit en anglais, les choses comme elles sont maintenant. Ce sont des transformations profondes qu'il faut engager pour aller vers des schémas de développement qui ne ressemblent pas à ceux qu'on a connus pendant 50 ans. Alors, Madame Segda, effectivement, on parle toujours de prise de conscience. Est-ce que vous pensez qu'au niveau africain, cette réalité-là, elle est véritablement ancrée? Est-ce que tous les Africains sont conscients, effectivement? Vous travaillez surtout sur la question du genre et du changement climatique. Est-ce que vous avez l'impression que la question, elle est véritablement prise au sérieux, perçue effectivement comme un danger pour l'avenir de nos États? Oui, bien entendu. Parce que vous imaginez, M. Berriot a parlé des causes, surtout des changements climatiques. Mais vous vous imaginez, l'Afrique est le continent, on dirait, le plus vulnérable face au changement climatique, de par ses capacités de résistance au choc, de ses moyens, et surtout, vous voyez, le Burkina, par exemple, est situé dans une zone déjà sahélienne avec des prédispositions. C'est vrai, il y a d'autres continents très vulnérables, mais l'Afrique est parmi les continents les plus vulnérables. Et de ce fait, nous vivons la réalité des changements climatiques depuis plusieurs décennies. Il y en a qui commencent à le découvrir en Europe avec des élévations de température, avec des inondations. Mais chez nous, les conséquences sont perçues depuis plusieurs années, de longues sécheresses, avec des famines par-ci, beaucoup de fléaux liés, en tout cas, aux questions des changements climatiques. Donc, nos gouvernements, y compris les populations, sont bien conscients qu'il y a quelque chose à faire. Mais on ne dirait pas, puisque comme on l'a dit, c'est d'abord l'action de l'homme. Oui. On a l'impression, on n'a même pas, c'est l'action de l'homme, c'est l'action de l'homme, mais l'Afrique, en général, est très peu responsable de ce qui nous arrive. On estime à peu près 4% la contribution de l'Afrique au gaz à effet de serre. Alors donc, si on prend le Burkina, on est peut-être à quelque chose de moins de 2%. Mais
nous vivons la réalité, donc nous devons nous adapter. C'est ce qui fait que nous, dans la lutte pour une justice climatique d'ailleurs, nous luttons depuis longtemps au niveau des négociations pour qu'on donne une attention particulière à la question de l'adaptation. Parce que les pays du Nord et les pays développés en général, quand ils pensent financer les changements climatiques, ils pensent atténuation. Alors que nous, pour nous, l'adaptation est une priorité parce que nous vivons beaucoup de pertes et dommages liés au changement climatique. Nous vivons beaucoup les conséquences liées au changement climatique et donc il est nécessaire qu'on puisse s'adapter, sinon on ne survit pas. Bien sûr, l'atténuation est importante et nous en sommes également conscients et nous travaillons à côté aussi pour. Monsieur Humbert, c'est cette vision, atténuation ou adaptation, votre vision par rapport à... Alors, je comprends tout à fait ce que dit Madame. C'est clair qu'en Afrique, tout ça est lié au problème de la pauvreté des populations et peut-être aussi du manque de moyens des gouvernements pour justement mettre en place des mesures de réponse à des crises. Voilà, d'où la solidarité dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un problème qui ne doit pas uniquement rester dans le pays, c'est un problème de tous les autres pays, et notamment les pays développés doivent aider ces pays et ces populations à mettre en place des mesures d'adaptation, voilà, qui me semblent effectivement absolument nécessaires. C'est beaucoup plus un devoir. Oui, c'est un devoir de solidarité. Et puis c'est comme ce qu'on fait depuis quelque temps quand même sur l'aide au développement. Au fond, c'est de l'aide au développement très centrée sur ce problème climatique. Et je crois que c'est la nouveauté de ces dernières années d'axer justement sur cette thématique. Et c'est aussi, je dirais, une relance de la réflexion sur cette thématique. Alors, M. Bériot, est-ce qu'il y a un problème d'incompatibilité entre développement des industries et effectivement lutte contre les changements climatiques? Parce qu'on a comme l'impression, quand on regarde un peu l'échec par exemple par rapport à Copenhague, on a comme l'impression que ça pose un problème d'incompatibilité, sinon on ne comprend pas pourquoi on a du mal véritablement à trouver des solutions à la question. Oui. Je crois qu'il y a deux sujets. Hein. Il y a donc réussir à avoir un accord global et réussir à ce que la négociation accouche de quelque chose d'intéressant. Et puis il y a le sujet de la technologie et de vraiment trouver les moyens donc, de découpler développement et émissions de gaz à effet de serre. Donc ce que je dirais, si vous voulez, je vais commencer peut-être par le deuxième sujet, c'est-à-dire comment découpler le développement, hein, sans chercher à trop détailler le mot, mais comment découpler ça des émissions de gaz à effet de serre. Après tout, est-ce qu'on peut avoir des activités humaines qui ne créent pas des problèmes en matière de climat? Alors, certainement, il y a beaucoup de choses à découvrir parce qu'on parle des énergies renouvelables et effectivement, il y a un potentiel de ce côté-là. Il y a certainement encore beaucoup de choses à découvrir dans ce domaine-là. Il peut y avoir des ruptures scientifiques et technologiques favorables. Hein, ne l'oublions pas, si on regarde derrière nous, dans les 30 dernières années, il y a eu des ruptures scientifiques et technologiques favorables, que ce soit dans le domaine du téléphone, des télécommunications en général, l'Internet, ou dans le domaine de la génétique, etc. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas dans le domaine de l'énergie, de la production d'énergie? Quand on met dans notre voiture, je dirais, le pétrole, hein, qui était le résultat de millions d'années de travail de la nature, et on fait ça depuis 100 ans, bon, il y a peut-être quelque chose qu'il faut changer. Okay, donc il y a un potentiel. Cela dit, pour que ce potentiel se révèle, il faut vraiment que l'argent aille dans la bonne direction. Et je crois que l'argent va à l'argent et que, je dirais, au XXe siècle, on a nourri des filières géantes. Et maintenant, si le monde de la finance redirige les milliers de milliards qui sont investis chaque année dans diverses infrastructures, sur des investissements à long terme, si ces milliers de milliards, petit à petit, si vous voulez, sont dirigés vers de l'économie verte, vers une économie circulaire, c'est-à-dire une économie, je dirais, qui ne consomme pas les ressources de la nature, qui les utilise, mais qui les rend, hein, comme le fait la nature d'ailleurs avec elle-même. Donc si l'on rentre dans ces autres choses-là, ça ira beaucoup mieux. Donc c'est faisable. Ce que l'on observe, je voudrais dire, dans les dernières années, c'est que justement, il y a des signaux très favorables dans le monde financier et dans le monde des grandes entreprises. Je pourrais détailler ça si vous le voulez.
Mais ça, c'est absolument essentiel parce que c'est le déclencheur. L'aide publique au développement dont on parle, c'est bien, mais en fait, ça n'est qu'une petite partie de l'activité humaine. Hein, même ce que contrôlent les États, c'est une petite partie de l'activité sur cette planète. Donc c'est beaucoup plus vaste le changement qu'il faut faire. Et donc il faut donner des signaux et des signaux politiques pour que ça bascule. Voilà. Ça, c'est un plan. Maintenant, il y avait une autre partie dans votre question, c'est, je dirais, Copenhague et puis maintenant Paris. Alors, est-ce que vous voulez que j'en parle et que je dise pourquoi? Tout à fait, effectivement, oui. Parce qu'on a comme l'impression peut-être que c'est les politiques qui ont été inefficaces ou ça a été un problème de volonté. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je dirais que dans la logique des négociations a changé. Et on cherchait, avant Copenhague, on cherchait à construire un accord qui aurait été top-down, hein, c'est-à-dire qui aurait été dirigé de haut en bas, et dans lequel, finalement, une réunion de l'ensemble des pays aurait distribué, en quelque sorte, les responsabilités à chacun en fonction de différents facteurs, de développement, de richesse, etc. C'était une certaine approche qui prévalait avant Copenhague et qui s'est avérée ne pas fonctionner. Alors, je ne détaillerai pas trop ici, mais voilà, je dirais seulement ce fait-là. Et maintenant, on est dans une logique qui est complètement différente, puisqu'on a demandé aux différents pays d'exprimer d'une manière volontaire les engagements qui leur semblent possibles, par exemple à l'échéance de 2030, pour certains, ils ont parlé un petit peu plus loin. Donc ça, c'est une démarche qui est complètement différente, parce que chaque pays est complètement responsabilisé sur ce qu'il exprime comme engagement possible. Je trouve ça personnellement bien supérieur, et à travers là, on exprime de la responsabilité et de la solidarité. Une autre chose a été, je dirais, la préparation de la négociation elle-même, et c'est vrai que dans la manière pratique d'organiser la négociation, et ces 2 semaines de la COP21, eh bien, ça a été fait voilà, d'une certaine manière. On aura donc des chefs d'État qui viendront le premier jour pour, je dirais, donner un cadre et donner des messages de très haut niveau. Et puis ensuite, sur les 10 jours qui suivront, auront lieu les négociations, d'abord conduites par des négociateurs un petit peu, je dirais, du niveau technique ou diplomatie, et puis à la fin des ministres qui viendront pour la phase finale de la COP. Il y a également quelque chose qui a changé, c'est donc une totale transparence et un souci d'inclusivité. C'est-à-dire qu'on évitera peut-être certaines erreurs qui ont été faites dans le passé. Je dirais aussi que depuis 2009 et jusqu'à maintenant, ce qui a complètement changé, c'est le contexte mondial et la mobilisation de la société civile. Et là, je pourrais énumérer beaucoup de choses, mais j'ai parlé déjà des entreprises, j'ai parlé du monde de la finance. On pourrait parler donc des ONG, des citoyens, des collectivités locales qui bien souvent sont en avance par rapport aux États dont elles dépendent. On peut parler maintenant d'engagement du monde artistique, par exemple, qui fait passer des messages parce que changer nos modes de vie, changer beaucoup de choses, changer des schémas mentaux, eh bien, l'art peut beaucoup aider à ça. Et puis, je voudrais citer également l'engagement d'un certain nombre de leaders spirituels et moraux qui, responsables de communautés ou même responsables religieux, émettent des messages au contenu écologique assez fort. Et ça, c'est intéressant parce que je crois que ce qui est en jeu, vous savez, c'est un petit peu comme au niveau des individus, dans les 30 dernières années, on a beaucoup parlé du développement personnel. Je crois que maintenant, on parle, il ne s'agit pas de se développer tout seul, c'est se développer, ok, mais que les autres aussi puissent se développer et que la planète soit respectée. Je crois qu'au niveau de la planète, c'est ça qu'on est en train de vivre, et ça peut être extrêmement positif pour notre humanité. Nous devons passer à un autre niveau, je dirais, de conscience qui nous amène à percevoir la planète comme un tout auquel nous appartenons. Et ça, c'est radicalement changeant. Pour ceux qui croient que l'humanité peut évoluer, et j'en fais partie, je dirais que, si vous voulez, cette crise climatique est quelque chose qui nous pousse finalement à une évolution. Et elle peut être favorable si nous exerçons, je dirais, toute notre capacité, toute notre créativité, tous nos sentiments, notre capacité à être solidaire aussi. Dans ce cas-là, il peut se passer des très belles choses. Je dirais, c'est entre nos mains, notre libre arbitre, nous l'avons, à nous de jouer. Monsieur Cissé, vous avez l'impression qu'au niveau africain, oui, il y a cet engouement, cette mobilisation, elle est aussi importante par rapport à la question? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental qu'il faut d'abord faire comprendre, pas aux Africains seulement, mais à l'ensemble des habitants des pays en voie de développement. Parce que c'est difficile de combattre les conséquences d'un phénomène si, au préalable, on ne maîtrise pas les causes. C'est ce que souvent ignorent les habitants des pays en voie de développement.
rappeler que les principales causes des changements climatiques, c'est le trafic routier avec les émanations gazeuses que les véhicules motorisés émettent dans l'atmosphère. Il y a l'extraction accrue des combustibles fossiles, que sont le pétrole, le gaz. Il y a également les industries pétrochimiques. Et enfin, au bas de l'échelle, il y a l'agriculture et la gestion des déchets. Si on ne connaît pas ces causes, c'est difficile de prendre des dispositions pour pouvoir les contrecarrer. Aujourd'hui, ce qui manque au niveau du tiers-monde, c'est ça. Les gens n'ont pas connaissance des causes principales qui contribuent au changement climatique, notamment à l'élévation de la température terrestre. Voilà, je vais revenir un peu aux actions entreprises par la commune de Ouagadougou dans la mise en œuvre de sa politique. Voilà. On en vient effectivement voilà. aux solutions alternatives que vous développez déjà. Voilà, donc voilà, si vous le permettez, en plus de la valorisation énergétique, par exemple du biogaz, en l'occurrence le CH4 que nous comptons mettre en œuvre sur le site de notre centre de traitement et de valorisation des déchets, il faut aussi retenir que depuis 1996, au niveau de la ville de Ouagadougou, on a institué l'opération Ouagala Verte. Voilà, qui a lieu annuellement et qui permet à la commune de Ouagadougou, avec l'accompagnement des groupements associatifs, des leaders d'opinion, etc., de mettre en terre entre 45 000 et 50 000 plants. Oui, mais après, derrière, il y a tout un travail d'entretien. Ah oui, il y a un travail d'entretien, voilà. Raison pour laquelle l'un des slogans au niveau de la ville de Ouagadougou, c'est planter utile et responsable. Raison pour laquelle cette année, voilà, au cours, on a impliqué la plupart des groupements associatifs de la ville de Ouagadougou. Non seulement on a mis les plans à leur disposition, et en plus de ça, on a mis en tout cas des grilles de protection à leur disposition. Et on leur a dit, écoutez, on les a responsabilisés. Ce sont elles-mêmes, je parle des associations, voilà, qui nous ont proposé des sites sur lesquels elles souhaitent planter les arbres. En tout cas, nous, au niveau de la ville de Ouagadougou, on a accepté effectivement mettre ces sites-là à leur disposition. Donc, l'entretien leur incombe plutôt. Donc, l'entretien de ces plans-là incombe à ces associations qui ont planté, qui doivent entretenir, arroser, éviter par exemple, que ces plans-là fassent l'objet d'agressions physiques parce qu'il y a les aléas climatiques qui sont là, mais il y a également, par exemple, la divagation des animaux, sans oublier qu'il y a des personnes souvent indélicates aussi, vraiment, qui s'en prennent à certains de nos plans au niveau de la ville de Ouagadougou. Bon, le parc urbain Bangarouégo est là, c'est le poumon vert de la ville de Ouagadougou qui permet quand même de séquestrer le carbone. Voilà, en absorbant le dioxyde de carbone, le CO2, et en rejetant, par exemple, l'oxygène de l'air que nous respirons. Derrière, il y a quand même ces véhicules très âgés qui oui, suffisamment. Bon, les Olivars de la France, ça c'est vraiment un fléau. Il faut que, en tout cas, au plus haut niveau de l'État, des mesures idoines vraiment soient prises, vraiment, pour relire les textes relatifs qui régissent vraiment les importations. Pas seulement les importations de véhicules, mais il y a tout ce qui gravite autour de tout ça. Si vous faites le tour de la ville de Ouagadougou, le domaine public est aujourd'hui envahi vraiment par des déchets. Tout ce que l'on destine à l'abandon, ça c'est qualifié de déchets. Ce sont des vieux réfrigérateurs, ce sont des ustensiles de cuisine, voilà, du matériel électronique, etc., voilà, qui envahissent aujourd'hui le domaine public de la ville de Ouagadougou. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une relecture vraiment des textes qui régissent les importations au Burkina Faso. Madame, parlant d'alternatives, de solutions, à votre niveau, effectivement, vous en avez en termes de solutions par rapport à cette question d'atténuation ou d'adaptation au niveau local. Oui, au niveau local. Mais permettez-moi de revenir un peu sur l'aide. C'est un sujet d'intérêt. Et donc, vous dire ce que nous en pensons. Donc,
En fait, je voudrais qu'on puisse faire une différenciation et c'est la lutte de la société civile en général sur le terrain du climat. Vous ne pensez pas ça comme une solidarité? Et qu'on fasse la différenciation entre l'aide publique et développement et les financements climat. Parce qu'il y a cet amalgame qui existe aujourd'hui et on a du mal à comprendre qu'est-ce qui est mis sur le financement du climat et qu'est-ce qui est la réalité en fait. Parce que, vous vous rappelez, il y a un principe sous la Convention, il y a le principe de la responsabilité commune et différenciée qui nous ramène à qui est responsable de qui, de quoi. Et il y a, sous la Convention, les pays développés s'étaient engagés à financer les pays en développement pour qu'ils puissent s'adapter au changement climatique, se sentant bien sûr responsables. Et mieux, en 2009, après l'échec de Copenhague, il avait été prévu que justement 100 milliards de dollars soient mis chaque année jusqu'en 2020 pour financer le climat. Ce qui n'a jamais été fait. Mais jusqu'à présent, on a du mal. Aux dernières nouvelles, on a su qu'en 2014, ils avaient pu avoir 62 milliards. Et sinon, depuis le temps, c'est compliqué, on a du mal à lire, il n'y a pas de transparence, on ne sait pas, tout est confondu entre APD et c'est difficile. Donc, et vous savez pourtant que pour arriver à ce que les pays en développement puissent se développer, puisque actuellement la transition, on dit allons-y vers l'économie verte, allons-y vers les énergies renouvelables ou énergies propres. Comment les pays en développement vont le financer s'il n'y a pas de financement? Et je vous rappelle que les projets qui ont été financés en général jusqu'à présent, comme je disais, c'était des projets d'atténuation. Parce qu'une entreprise en Europe ou un groupe industriel dit « moi je continue à polluer en Europe et je fais donc de l'offset au Burkina. Je fais faire un projet au Burkina de reboisement ou d'autres choses et qui me permettent de continuer à polluer et donc je finance ici. » Non, nous avons dit non. Chacun n'a qu'à faire son effort et M. Berrou parlait également qu'on est venu actuellement aux INDC qui disait au pays, bon, tout le monde fait quelque chose, mais le problème reste entier pour nos pays, pour financer cela. Bref, c'est pour dire qu'il y a toujours un problème lié au problème de financement et c'est compliqué. Je voudrais que, voilà, qu'on dise oui à l'aide, mais nous cherchons aussi les financements climat. Et pour revenir aux actions locales, effectivement, nous luttons justement au niveau international pour que justice soit faite sur le plan du climat. Mais au niveau local également, nous faisons ce que nous pouvons à travers beaucoup de sensibilisation et il en reste encore beaucoup à faire. Et pour que les gens, les populations, comme M. Cissé le disait, comprennent ce qu'est le phénomène, d'où cela vient, pour pouvoir apporter leur contribution, aussi minime soit-elle. Donc, parce que finalement, c'est vrai, nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe aujourd'hui, mais si on ne fait rien, on va y contribuer, et en ayant d'ailleurs des économies, ou en tout cas en y perdant. Donc, on a intérêt à chercher à moins polluer. Voilà. Vous parlez effectivement de ces grosses industries en Europe qui polluent et qui en retour posent quelques actions pour compenser un peu. Mais en même temps, ce ne sont pas des actions qui sont de nature à favoriser aussi l'éclosion de l'économie. Ouais, vous êtes économiste, hein? C'est un impact. Oui, ça a un impact, mais à quoi ça... quel est leur effort? C'est ça. Quel est leur effort de réduction des émissions? Parce qu'ils doivent le faire. Sinon, s'ils continuent, c'est ça, c'est comme dirait de rééquilibre. Parce que vous savez également, comme parlant de développement, j'ose dire que nous, au niveau de nos pays, nous avons entre griffes le droit de carboniser, le droit de polluer, parce que nous avons droit à nous développer. Et sans carboniser, c'est-à-dire sans émettre des émissions, pour dire sans énergie, nous n'arriverons pas à nous développer. Donc, ou bien les pays développés font l'effort de financer notre économie verte, ou en tout cas, nous allons faire comme on peut actuellement et continuer aussi, parce que c'est vrai,
entre nous, au niveau international, c'est vrai, vous savez, quand on fait des statistiques, nous, on se dit on a le droit de polluer, mais ce n'est pas bon qu'on pollue. Donc, il faut corriger les choses, il faut aller vers une économie, une énergie plus propre. C'est bon pour tout le monde, mais il faut que chacun joue son rôle. En tout cas, que chacun joue son rôle et je crois que la rencontre de Paris est très attendue sur ces questions. Mettre chacun devant ses responsabilités et prendre des engagements assez forts. En tout cas, c'est une rencontre qui est très attendue en termes de solutions. Comment vous le voyez? Est-ce que véritablement les perspectives, il y a de l'espoir? On dit que c'est la rencontre de la dernière chance. Est-ce que véritablement vous y croyez, eu égard aussi à l'échec de Copenhague et par rapport effectivement à ces positions qui visiblement restent un peu, les industriels en Europe visiblement qui restent un peu quelque peu, qui campent, je dirais, sur leur position par rapport à cette question. On a comme l'impression que ça manque de la volonté quelque part. Est-ce que Paris va nous permettre véritablement de trouver des solutions définitives à cette question? Non, on l'espère. On doit être optimiste. Je crois, et ça a été dit tout à l'heure, ce qu'il y a un petit peu de nouveau, c'est qu'effectivement, maintenant, les propositions, elles viennent des pays. Ce sont des engagements volontaires. Donc on peut espérer que si pratiquement tous les pays ou tous les pays ont cet engagement volontaire, ensuite, on peut espérer qu'il sera mieux respecté que si il est commandé, entre guillemets, par le haut. Ça, c'est un des premiers éléments. Ensuite, je crois qu'il faut effectivement qu'on puisse faire des annonces sur le fonds vert, sur le développement des mesures aussi bien d'atténuation que d'adaptation. Et puis qu'on travaille également sur les solutions. Et ça, c'est tout l'intérêt aussi de la recherche, trouver de nouvelles façons de se développer. On a parlé d'économie verte, on a parlé d'énergie renouvelable. C'est bien sûr tout un défi qui se pose à tout le monde. Oui, Monsieur Bériot, c'est vrai que Paris est très attendu sur cette question, compte tenu de l'élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés Celsius, voire 1,5. Est-ce que véritablement on peut y arriver Alors, oui. Ce que je voulais dire déjà dans le prolongement de la question précédente aussi, c'est de dire que l'un des signaux très forts, c'est que les grandes entreprises elles-mêmes aujourd'hui appellent à une certaine régulation par les États et faire en sorte donc que le carbone ait un prix, ce qui va leur permettre d'avoir une plus grande visibilité et donc de changer leur manière d'investir. Et voilà, donc ça, il y a cet appel, il est vraiment important, je pense. Bon, alors 2 degrés, 1,5 degré, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que les annonces faites aujourd'hui suffisent? Alors, les annonces faites aujourd'hui par les différents pays ne suffisent pas pour respecter cet objectif de rester en dessous de la barre des 2 degrés de plus par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, le compte n'y est pas encore. Le compte n'y est pas encore, mais ce qui est discuté, ce qui est, on pourrait dire, quasiment prévu maintenant, c'est donc que les différents pays puissent réviser leurs engagements à la hausse de manière périodique, peut-être par exemple tous les 5 ans, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les chiffres n'y sont pas. Alors je ne crois pas que ça soit, si vous voulez, de la mauvaise volonté, c'est que, encore une fois, je crois que on n'a pas encore complètement trouvé ou laissé émerger les solutions alternatives. C'est donc ce contexte qui doit changer. Sur également le succès de la COP21, je voudrais dire que les objectifs que s'est donné la communauté internationale, et ça s'est précisé notamment pendant les 2 dernières années, c'est en décembre d'obtenir un accord universel, c'est-à-dire signé par tous les pays membres et juridiquement contraignant. C'est un accord qui devrait rester valable pendant quelques décennies. Le 2e chapitre, c'est donc ces engagements volontaires des pays, on en a déjà parlé. Le 3e chapitre sont les engagements de financement par les pays développés au profit des pays en développement. Et je voudrais redire le chiffre dont on parle, c'est 100 milliards, l'équivalent de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. C'est ça l'objectif. Voilà. Puisque cet accord dont nous parlons, c'est un accord qui s'appliquera à partir de 2020. C'est comme ça. Et puis le 4e chapitre, c'est le registre des solutions, c'est-à-dire tous les engagements pris par des acteurs non étatiques, collectivités locales, secteur privé ou ONG. Donc structurellement, si vous voulez, le fait d'avoir défini ces 4 chapitres fait que
je dirais que ça va être difficile de ne pas sortir quelque chose. Enfin, on peut toujours avoir effectivement des mauvaises surprises ou des incidents, mais ça va être difficile de ne pas arriver à délivrer, je dirais, un résultat au titre de ces 4 différents chapitres. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui a été pensé dans la préparation, pas par la France, hein, mais par la communauté internationale, en visant cet horizon de la COP 21 et de la fin 2015. Mais certainement, je dirais, ça n'est que le début d'une histoire. Et je voudrais dire que le rendez-vous de la COP 21, ça n'est qu'un rendez-vous. Et ce qui est plus important, moi je crois, c'est cette dynamique que j'ai décrite en partie, il y a cette dynamique mondiale. Parce que cette dynamique mondiale, vous savez, les têtes des États sont, dans une certaine mesure, l'image des populations. Hein. Et c'est-à-dire qu'il faut que tout ça avance en même temps. Il y a de l'action au niveau des États, il y a de l'action au niveau de la base. Et plus la base est mûre, et je crois que la base, elle mûrit beaucoup, elle montre beaucoup d'exemplarité, elle est très dynamique, elle montre beaucoup de choses. Et donc, je dirais que les leaders des États se sentent un petit peu forcés et je dirais aussi se sentent plus à l'aise. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut continuer. Il faut continuer à créer cette société civile mondiale consciente du village planétaire auquel on appartient et du fait qu'on partage ces fluides qui sont le fluide atmosphérique et le fluide océan. Et donc, il faut se comporter comme des personnes qui sont dans le même bateau. Voilà. Cissé, c'est un enjeu important, hein, Paris. Oui. Forcément, l'Afrique a des attentes. Hein. Il faut aller au-delà, comme on l'a dit. L'Afrique a des attentes énormes, parce que tout le monde le sait aujourd'hui. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Et l'Afrique, les pays en développement, émettent moins de polluants à même de porter atteinte à la couche d'ozone et qui contribuent à l'amélioration de la température terrestre. Moi, je souhaite de tous mes voeux qu'à l'issue de la COP 21, les puissances émettrices de polluants gazeux qui portent aujourd'hui atteinte à l'environnement acceptent vraiment mettre en œuvre les engagements qui seront pris. Parce qu'il y a eu Rio, il y a eu Johannesburg, il y a eu Tokyo. Mais pourquoi ça ne change pas? C'est parce que quelque part, on a péché dans l'application des textes, des conventions, des protocoles qui ont été ratifiés par ces États-là. Donc, je souhaite que vraiment, à l'issue de la COP 21, chacun puisse jouer pleinement sa partition. Voilà, pour contribuer vraiment à réduire les émissions gazeuses aujourd'hui. Mais on peut dire que c'est l'humanité tout entière qui est menacée. Imaginez-vous, si la température terrestre s'élève jusqu'à 52-55 degrés aujourd'hui, quel est cet être vivant-là qui peut la supporter? Que ce soit les espèces animales ou végétales, personne ne pourra survivre. Donc, comme on le dit, hein, une science sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme. Donc, en tout cas, je souhaiterais vraiment que, en tout cas, les engagements qui seront pris au cours de la COP 21 vraiment soient strictement respectés, voilà, au grand bénéfice de l'humanité tout entière. On est en fin d'émission. Monsieur Mbet, ça veut dire que mais là, il faudra plus d'obligations, parce qu'on a comme l'impression que c'est aussi à ce niveau que ça pêche. Pas forcément, il n'y a pas assez de moyens de pression sur les grands pollueurs. Oui, alors là, bon, c'est clair que certainement, il va falloir... au niveau de la réglementation, et puis une réglementation comprise par tout le monde, que chacun au fond s'autorégule et que l'État joue aussi son rôle, ça c'est une évidence. Madame? Oui. Alors, nous avons des attentes, bien sûr, vis-à-vis de la COP. Ce serait que vraiment qu'on permette l'accès à l'énergie durable pour tous. Vous savez, sans énergie, on ne peut pas se développer. Et pour ce faire, nous demandons, en tout cas nous recommandons, moins de les subventions aux énergies fossiles. Ça, c'est une lutte. Et que ces subventions-là puissent être vraiment réinvesties dans les énergies renouvelables. Et comme vous savez, le solaire, c'est vraiment notre pain béni. Et vraiment, nous pouvons faire beaucoup avec le solaire.
Il y a également que nous demandons que soit priorisée l'adaptation, les pertes et dommages qui ne sont pas très clairs dans l'accord actuellement, que vraiment ce soit priorisé et au même titre que l'atténuation, donc au titre de l'accord. Notre autre vraiment attente, c'est vraiment par rapport à la mobilisation des financements, vraiment à hauteur du défi climatique. Qu'une feuille de route claire soit vraiment visible par rapport aux 100 milliards de dollars déjà et que des financements innovants puissent être créés. En France, par exemple, en Europe, on parle de la taxe sur les transactions financières. J'espère que ça va être effectif, si ça ne l'est pas encore. Et puis aussi qu'on intègre également le transport maritime et aérien. Et ce n'est pas très visible encore dans la COP alors qu'ils font partie à environ 7% des émissions de gaz à effet de serre. On voudrait vraiment les voir inclus dans l'accord pour qu'ils puissent jouer leur part également. Et il y a également la protection des droits humains et le principe de justice. C'est très important parce que c'est vraiment la clé. Le droit de chaque homme de vivre vraiment allègrement, en tout cas dans cet environnement qu'on partage tous. Vraiment, c'est un droit. Et pour finir, vraiment, la réduction des inégalités de genre dans les politiques climatiques. Pour dire quelques mots justement, parce que c'est un sujet d'intérêt également, parce que vous savez que la femme est celle qui est la plus impactée par les changements climatiques, du fait de son rôle social, que ce soit en Europe et mieux dans nos pays où les gens vivent à proximité de l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a très peu de transformation. Donc on vit avec les fruits de la nature. Et donc c'est important que vraiment la femme, qui est victime, mais surtout, et je vous le précise, et c'est pourquoi c'est important, elle a beaucoup de solutions. Elle est une partie de la solution climatique et elle ne doit pas être oubliée dans toutes les décisions et sur le climat. Parce qu'elle gère la difficulté en lien avec son rôle. Elle a du savoir, elle participe à l'adaptation au niveau communautaire et elle participe à la forêt avec les produits forestiers non lieux. Et c'est important qu'elle puisse participer aux décisions sur le climat. D'accord. Merci. On termine avec M. Béraud. On dit que Paris, c'est la dernière chance. Pourquoi? Moi, je ne dirais pas que c'est la dernière chance, hein, parce qu'il ne faut pas... on est ensemble et on est responsable. Voilà, donc voilà, il faut jamais, je dirais, prononcer des paroles comme ça définitives. C'est un rendez-vous très important parce que, je dirais, ça fait 23 ans qu'on négocie. Et qu'il y a 6 ans, il y a eu quelque chose qui est en partie un échec. Ce n'est pas complètement un échec, puisqu'on a tiré beaucoup de leçons. Voilà. Donc il faut réussir quelque chose ensemble. Il faut qu'il y ait un avant Paris et un après Paris. Voilà. Et que cet après Paris, ça soit... on n'aura pas tout gagné. On l'a vu tout à l'heure. Des solutions. On n'aura pas tout gagné sur un bout de papier à la fin décembre. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais on aura fait un très grand pas et surtout on aura montré une volonté commune. Et à partir de là, ça va être un grand signal qui est envoyé donc vers plein de compartiments de la société dans le monde entier. Voilà. Et dans ce cas-là, il y aura un après-Paris qui sera le début pour le monde d'une transition vers une civilisation plus écologique. Merci, merci. On a enfin d'émission. Je rappelle que nous étions avec Nicolas Bériot, négociateur climat, secrétaire général de l'Observatoire sur les effets du réchauffement climatique. Merci d'être venu sur ce plateau. Avec nous également, Mme Zenabo Sekda, elle est économiste spécialiste en genre et changement climatique et membre du réseau Climat et Développement, observatrice des négociations sur le climat. Merci d'être passé sur ce plateau. Avec nous également, Franck Humbert, conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Merci. Avec nous également, pour terminer, Sidi Mahamadou Sissé, directeur du développement durable de la commune de Ouagadougou. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Et bonne suite de programme sur BFM. Bonsoir.